Il est temps d'accueillir Merci beaucoup à vous. Le dernier candidat à cet événement. Lui aussi pourrait faire partie des jeunes dont le public, vu son âge, il a 28 ans comme Léon Desfontaines. C'est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national. Bonjour Monsieur Bardella, installez-vous, je vous en prie. Merci de votre invitation. Salia, Nicolas, c'est à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Je suis gendarme, le 9 juin, je vote Jordan Bardella. Je suis militaire, le 9 juin, je vote Jordan Bardella. C'est ce qu'on peut lire dans les visuels diffusés par le Rassemblement national. Campagne qui agace le directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que le ministre des Armées. Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message et le moins qu'on puisse attendre de vous, c'est que vous respectiez le gendarme et son statut. Ce message est inadmissible, c'est ce que vous a écrit le directeur général de la gendarmerie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bien, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Bon, d'abord, on m'a reproché beaucoup de choses dans cette campagne électorale sur le projet que je porte et que j'ai pu porter pour ces élections européennes, mais jusqu'à maintenant, on ne m'avait pas encore reproché de faire campagne dans une élection démocratique où les mouvements politiques font très régulièrement plusieurs dizaines de communications, de visuels pour présenter nos mesures à différentes professions, pour appeler ces professions à voter aux élections européennes. Cette polémique n'est pas très sérieuse d'ailleurs, parce qu'en fait aucun article de loi n'empêche un parti politique de faire figurer des professions et même des professions qui sont soumises à un devoir de réserve sur ces visuels. Donc, Gabriel Attal disait ce matin sur France Info que la loi a justement demandé à ce que les partis politiques n'utilisent pas l'image, la publicité des policiers, des gendarmes. Quel texte de loi nous empêche, des gendarmes, pardon, et des militaires. Quel texte de loi nous en empêche ? Alors, si le devoir de réserve en tant que tel, vous estimez que vous ne l'avez pas violé, quel texte de loi nous en empêche ? À la lettre, vous estimez que ce n'est pas un sujet, mais dans l'esprit. Non, mais le devoir de réserve, il s'applique aux serviteurs de l'État, il s'applique aux gendarmes. Mais les gendarmes ne sont pas des sous-citoyens. Les gendarmes ont parfaitement le droit d'exprimer une opinion politique dans l'isoloir au moment d'aller voter. Et moi, je suis extrêmement surpris et même un peu choqué que le patron de la gendarmerie, précisément, lui, sorte de son devoir de réserve. Au nom d'ailleurs du devoir de réserve, mais je m'étonne qu'avec des propos que je trouve... On a compris qu'il voulait protéger son institution. Non, on a compris qu'on était à quelques jours des élections et que très certainement il y avait derrière cette volonté de polémiquer l'ombre du gouvernement et de Gérald Darmanin. Je trouve dommage qu'il décide à quelques jours des élections, alors que précisément mes visuels de campagne ne violent absolument aucun texte de loi ni aucun règlement en vigueur pour une campagne électorale, qu'il sorte de sa réserve pour prendre à partie de manière inélégante, outrancière et avec la volonté de polémiquer un responsable politique. Les gendarmes ne sont pas des sous-citoyens. Il n'y a sur ce visuel, en l'occurrence, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, aucun visage qui apparaît. On voit un uniforme de gendarme de dos, un gendarme de dos avec marqué gendarmerie. Et oui, enfin, l'institution, ce sont des gens. Voilà, des gens qui sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions à un devoir de réserve. Mais pourquoi les avoir choisis, eux, les gendarmes, les militaires ? C'est quoi le message derrière ? L'autorité, c'est le Rassemblement national ? Oui, je crois que l'autorité, c'est le Rassemblement national, mais il y a surtout, dans une campagne électorale, vous savez, on s'adresse à plusieurs dizaines de professions et on a des visuels qui s'adressent avec nos mesures aux gendarmes, aux policiers, aux soignants, aux enseignants, aux gens qui viennent de la droite, aux gens qui viennent de la gauche, avec l'ambition de présenter nos mesures. Vous pensez que tous les gendarmes et tous les militaires votent Rassemblement national ? Pour l'instant, la seule personne qui, je crois, dans cette... ils sont beaucoup à le faire, mais je pense que dans cette campagne, le seul candidat qui, me semble-t-il, a violé pour le coup un texte de loi, c'est le 8e de liste de Valérie Ayé, de la candidate d'Emmanuel Macron, qui lui est à la tête de la Fédération des sapeurs-pompiers, qui a utilisé les canaux internes de la Fédération des sapeurs-pompiers pour faire la publicité de sa liste et pour faire la publicité de la liste d'Emmanuel Macron. Donc encore une fois, qu'on se retrouve sur une grande antenne de radio comme la vôtre, à utiliser un temps de parole qui, me semble-t-il, est précieux pour faire comprendre aux gens que ces élections européennes ne sont pas comme les autres et pour parler évidemment de leur quotidien, du pouvoir d'achat, de la sécurité, de la transition énergétique. Je trouve ça un peu dommage et moi, je ne souhaite pas passer évidemment l'intégralité de cette semaine, mais merci de me permettre de clarifier. Mais c'est dommage que, évidemment, certains cherchent à polémiquer à 5 jours des élections. Je ne vous vise pas vous, mais je trouve que ces propos, d'abord, sortent du devoir de réserve. On attend de la part, pour le coup, d'un gradé de la gendarmerie
gendarmerie, et de le faire de manière outrancière à l'égard d'un responsable politique, ça m'apparaît extrêmement particulier. On a entendu. Allez, Jordan Bardella, on va parler d'écologie. On a regardé votre bilan au Parlement européen. On a vu que vous n'avez pas voté l'état d'urgence climatique et environnementale. Vous avez voté contre le texte de restauration de la nature qui vise à enrayer le déclin de la biodiversité. Vous avez voté contre la directive qui vise à atteindre 42%, un peu plus de 42% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et on se demande, est-ce que l'écologie, ça fait vraiment partie de vos préoccupations ? Alors non seulement ça fait partie de nos préoccupations, mais je pense que c'est l'un des grands enjeux de ma génération. Le réchauffement climatique, il est devant nous. Et il faut parler avec n'importe quel agriculteur pour voir que, au-delà des débats qu'on peut avoir sur l'écologie, il y a des déclinaisons concrètes de ce réchauffement climatique, notamment dans la gestion de l'eau pour nos agriculteurs. On sait par exemple qu'en Espagne, on arrive à retraiter 20% des eaux usées. En France, c'est à peine 2%. Donc on a énormément d'efforts à faire en la matière. Maintenant, moi, je considère que, et je l'ai dit d'ailleurs, l'agenda écologique qui a été choisi par la Commission européenne, il est non seulement irréaliste, mais il prend le risque de neutraliser la croissance. Nous sommes aujourd'hui, s'agissant de la France, parmi les pays les plus propres au monde, avec 0,2% d'émissions de CO2. Les États-Unis et la Chine, par exemple, c'est 30%, c'est un tiers des émissions à eux deux. Aujourd'hui, on se rend compte que la moitié des émissions de la France, comme un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne, sont liées à nos importations. Moi, précisément, le choix que je fais, c'est pas d'alourdir de contraintes nos chefs d'entreprise, de mettre en place des normes et des surtranspositions qui sont toujours plus contraignantes pour la croissance, mais précisément le choix de refaire de l'Europe un continent de producteurs et de rapatrier, dans la mesure du raisonnable, évidemment, et de faciliter la relocalisation et le rapatriement de la production pour réduire l'empreinte carbone. Mais alors justement, sur les émissions de CO2, pardon, mais votre programme, on l'a lu, vous êtes pour le maintien des ventes de voitures à essence, vous êtes pour la baisse des taxes sur les carburants, vous avez une forme de tolérance avec les passoires thermiques, et vous êtes pour un coup d'arrêt aux éoliennes. Du coup, si on ne change pas de comportement, comment on fait pour baisser Je suis en tout cas un fervent défenseur, monsieur, du nucléaire. Et je pense que si la France a aujourd'hui l'un des taux d'émissions au monde les plus faibles, c'est précisément grâce à un atout historique qui a été financé par l'impôt du contribuable et par le travail des Français, qui a été transpartisan, il faut bien le dire, sur toute la Ve République, du général de Gaulle au président Sarkozy, qui nous permettait précisément d'avoir des émissions extrêmement faibles. Alors évidemment, la question des déchets nucléaires, mais j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir renoncé par exemple au projet Astrid, qui nous permettait de faire des efforts dans le recyclage des déchets, qui nous permettait d'avoir une énergie pas chère et évidemment d'avoir une énergie pas chère pour les familles françaises, mais aussi pour nos entreprises. Donc moi, je veux que cet agenda écologique il soit réaliste et raisonnable. Mais il n'est pas réaliste quand on veut interdire la vente de voitures thermiques en 2035 ? Quand, par exemple, les déclinaisons du Green Deal, que moi j'ai combattu, la stratégie de la ferme à la fourgette, qui est la déclinaison agricole, qui prévoit précisément une multiplication de contraintes. Cette multiplication de contraintes pour nos agriculteurs va aboutir à l'augmentation des importations et à une baisse des rendements agricoles. Il y a eu 2 études universitaires qui ont été faites en Europe, une étude publique du département américain qui nous dit que cette stratégie de la ferme à la fourchette qui vise en fait à la décroissance va précisément nous rendre plus dépendants de l'étranger. Donc je ne veux pas de cela. Et deuxièmement, sur la fin des moteurs thermiques, je pense que ça va être un coup très dur d'abord porté au pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes parce que si vous voulez, au-delà de l'agenda... C'est la fin de la vente des voitures neuves, il y aura encore les voitures donc c'est Cuba en fait, c'est-à-dire que les pauvres et les classes populaires pourront s'acheter des véhicules d'occasion et il n'y a qu'une forme d'élite qui pourra s'acheter des véhicules neufs. On sait qu'aujourd'hui un véhicule électrique c'est plus cher et qu'un coût de réparation d'un véhicule électrique c'est 30% de plus qu'un véhicule thermique. Donc d'abord, moi cet agenda je le trouve irréaliste. Ça désorganise aujourd'hui totalement la filière automobile, à tel point... On est concurrencé très massivement par la Chine parce qu'on refuse de faire le protectionnisme, mais à tel point aujourd'hui que la vente de véhicules neufs diesel est repassée devant les véhicules électriques parce que les Français n'en veulent pas. Et on voit que nos partenaires américains ont fait un choix qui est beaucoup plus raisonnable, qui devrait d'ailleurs nous inspirer, c'est que dans cette ambition d'avoir à terme la seule possibilité de vendre des véhicules électriques, ils intègrent les véhicules hybrides. 2035, ça a été choisi totalement... Ils subventionnent à mort l'industrie automobile. Vous avez raison. On devrait d'ailleurs s'en inspirer. 2035, ça a été choisi totalement au hasard, sans aucune étude d'impact. Et la transition énergétique, oui, bien sûr, mais d'abord en étant très cohérent sur les choix énergétiques. Vous évoquiez le mix énergétique. Les énergies intermittentes sont beaucoup plus consommatrices de gaz notamment et de charbon, mais essentiellement de gaz. Pourquoi ? Parce qu'elles sont par définition intermittentes. Vous mentionniez mes propositions sur les éoliennes. On sait que les éoliennes, un quart du temps,
elle tourne à vide et on est obligé de brader l'électricité puisqu'on ne peut pas la stocker pour pas très cher à l'étranger. Donc moi je veux que cette écologie soit raisonnable, qu'elle s'appuie sur la science, qu'elle ne s'appuie pas sur des dogmes. Alors, on a un peu le sentiment sur la ferme à la fourchette ou sur l'interdiction des moteurs thermiques à horizon 2035 que tout ça est un peu non seulement irréaliste mais un peu idéologique, et ça se fait encore une fois sans étude d'impact, au mépris des gens et au mépris de la filière automobile qui est déjà en très grande difficulté. Donc si on vous comprend bien, le nucléaire, ça suffit. Non, le nucléaire, ça ne suffit pas. Mais le nucléaire, il doit être l'élément majeur du mix énergétique. Et la réalité, c'est que si on avait écouté Emmanuel Macron sur ce sujet et si l'opinion ne s'était pas réveillée, on se serait retrouvé avec, à l'horizon 2025-2030, la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Enfin, je vous rappelle qu'on a fermé Fessenheim, qu'on a sous-investi dans le nucléaire, qu'on a prévu la fermeture de ces 14 réacteurs nucléaires et qu'aujourd'hui, en catastrophe, on s'aperçoit qu'il faut faire l'exact inverse. Ce modèle de transition qui est, me semble-t-il, excessif et réaliste, qui est vendu par Bruxelles, il a été mis en œuvre notamment en Allemagne, où on voit que les Verts, sous la pression des Verts, on a saboté totalement la filière nucléaire. On s'est rendu dépendant, enfin, ils se sont rendus dépendants des centrales à charbon. Et aujourd'hui, l'Allemagne, alors j'ai plus les proportions, mais pollue beaucoup plus que la France. Donc tout ça doit s'appuyer sur la science avec un agenda réaliste parce que, évidemment, sur les moteurs thermiques, oui, mais peut-être un dernier point, les moteurs thermiques, en fait, cette fin de vente de moteurs thermiques à l'horizon 2035, ça consiste aussi à nous faire passer d'une dépendance qu'on connaît, dont on connaît la fin, celle aux hydrocarbures, à une dépendance qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, pour faire des batteries, il faut des métaux rares, il faut des terres rares, elles sont essentiellement en Chine et se constituent là-bas ce qu'on appelle des villages du cancer liés à l'extraction des métaux rares. Donc moi, je crois dans la science et je veux une écologie qui soit raisonnable, praticable et qui s'appuie évidemment sur des études d'impact et qui soit réaliste et qui s'appuie sur notre énergie décarbonée. Vous l'avez dit, votre credo, c'est le localisme parce que ce qui pollue le plus, ce sont les importations. Alors, vous souhaitez par exemple que la commande publique s'adresse uniquement aux entreprises françaises ou aux européennes ? Qu'on puisse donner une priorité aux entreprises françaises. Vous n'imaginez pas que les autres pays puissent faire pareil ? Les autres pays le font en grande partie déjà. Je veux dire, l'Allemagne, par exemple, par tout un tas de clauses, protège ses filières, donne un avantage à ses productions nationales. Si vous voulez, je fais le constat aujourd'hui que d'abord notre déficit commercial, il est considérable. Il est près de 100 milliards d'euros en 2023, et donc aujourd'hui, on est déjà très massivement dépendant de l'étranger. Moi, je veux précisément relancer l'économie française. Et je porte l'ambition de recréer en France les conditions de la croissance pour qu'on puisse retrouver notre autonomie et notre souveraineté sur le plan alimentaire, énergétique, mais aussi industriel. Et pour évidemment mener à bien cet objectif, je pense que la France doit s'appuyer sur son marché intérieur et notamment sur ses marchés publics. C'est 6 à 8% du PIB. Et je pense, ça me semble être un principe de bon sens, que lorsqu'une entreprise produit en France ou produit en Europe, elle doit pouvoir avoir la priorité dans les marchés publics. On sait que ça se fait aujourd'hui. Mais il vous l'a dit, Gabriel Attal, lors d'un débat, il vous a dit, mais si on fait ça, il y a plein d'entreprises françaises qui bénéficient de marchés étrangers qui vont voir les commandes diminuer largement, parce que les autres pays auront fait pareil. Oui, alors ça n'est pas tout à fait juste, pour deux raisons. D'abord, notre déficit commercial, aujourd'hui, il est majeur. Et on a un des déficits commerciaux les plus importants de la zone euro. Donc on est déjà aujourd'hui en situation de dépendance par rapport à l'extérieur. Donc il y a tout intérêt à relancer la production nationale. Deuxièmement, et je vous réponds directement à votre question, c'est que les boîtes françaises qui gagnent des marchés publics à l'étranger, elles le gagnent non pas sur des critères quantitatifs, mais sur des critères essentiellement qualitatifs. C'est un savoir-faire qui s'exporte. Et si bien souvent à l'international, on fait appel à des boîtes françaises, c'est précisément parce qu'on ne trouve pas au sein du pays concerné. On évoquait par exemple un marché public en Roumanie avec le Premier ministre l'autre jour. C'est parce que ce savoir-faire-là, il est requis et il est demandé. Regardez aujourd'hui dans la défense. Les traités prévoient déjà que cette priorité nationale, que moi j'appelle la priorité nationale dans les marchés publics, elle existe déjà sur les secteurs de défense. C'est l'article 346 du TFUE. Vous pouvez aujourd'hui dans les secteurs liés à la défense donner une priorité aux boîtes françaises. Ça ne nous empêche pas d'acheter lorsque c'est nécessaire et lorsqu'on n'a pas ce savoir-faire en France, du matériel américain, du matériel israélien lorsqu'on évoque la possibilité de créer au sein de l'Union européenne un dispositif antimissile. Donc c'est possible, mais sur ce savoir-faire qualitatif. Moi je dis, vous produisez en France, vous produisez en Europe, vous avez une priorité. Aujourd'hui, l'essentiel du bœuf qui est consommé par nos enfants dans les cantines des collèges, des écoles et des lycées, il est d'origine importée. Et on a dans le même temps des milliers d'agriculteurs qui sont dans les rues pour dire on est mis en concurrence déloyale avec des produits qui viennent du bout du monde, qui respectent aucune de nos normes. Donc donnons-leur une priorité dans les marchés publics. Deux questions politiques avant d'enchaîner avec les étudiants. Jordan Bardella, vous êtes candidat aux européennes aujourd'hui, donc, mais vous êtes aussi candidat au poste de Premier ministre pour 2027. Non, oui. C'est quoi le plus important pour vous ?
Non, mais je suis d'abord candidat aux élections européennes. Donc j'entends bien que ça fasse un petit peu spéculer de parler des élections de 2027. C'est vous qui vous présentez en ticket Non, avec Marine Le Pen pour 2027. Oui, enfin, ça, on ne l'a pas inventé, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je ne l'ai pas. Oui. Bon, 2027, c'est encore très loin, donc on ne va pas faire de la popole et parler des prochaines élections présidentielles et législatives. Ça compte parce que vous êtes candidat pour les européennes et que le Mais ce qui mandat est va clair, dépasser 2027. vous avez Donc raison. si vous arrêtez en cours de temps, à quoi ça sert de voter pour vous? C'est ça la question au fond. Parce qu'on peut arriver au pouvoir. Voilà. Et je vais vous dire, la différence peut-être avec il y a 5 ans, c'est que d'abord le mouvement que je représente aujourd'hui devant vous, il est en train de connaître un essor important partout en Europe. En réalité, c'est ça la réalité aussi, c'est que l'Europe de Macron, la vision qu'incarne Emmanuel Macron de l'Union européenne qui est basée sur le libre-échange total, le refus de toute forme de patriotisme économique, la suppression des frontières, est un modèle du passé. Et aujourd'hui, on est encerclé par des grandes puissances dans la mondialisation qui font du protectionnisme, qui font du patriotisme économique. Vous l'avez rappelé, Madame Braclia, qui subventionne notamment massivement leur industrie. Donc, on vit vraiment un changement de paradigme au niveau international. Et deuxièmement, parce qu'il est vrai que dans le vote aujourd'hui pour le Rassemblement national, il y a des attentes, je le crois et je vous le concède, qui sont supérieure à celle d'un parti politique pour une élection européenne. Et pardon, mais je dois vous le dire, lorsque je vois ce matin ma concurrente macroniste, Madame Hayé, venir se faire jeter une bouée de sauvetage par le Premier ministre qui débarque, enfin, c'est hallucinant. Est-ce que vous imaginez là Marine Le Pen arriver à la maison de la radio, venir avec un micro pour venir répondre avec moi? On va une nouvelle fois redonner le contexte. Il était en interview sur France Info. Oui, à mais si Marine Le Pen était en interview sur France Inter, ça vous ne ferait pas plaisir, ça, que Marine Le Pen vienne vous soutenir sur la scène? Moi, ça me ferait plaisir. Vous, je pense un peu moins, si je peux me permettre. Mais... Pourquoi le temps de parole est le même? Si elle parle, c'est votre temps de parole qui est compté. Excusez-moi, les conditions d'organisation et la manière dont il a pu accéder à l'amphi pour venir d'abord mettre sous tutelle sa candidate, je trouve ça absolument hallucinant. Et ce qui a été permis pour Madame Hayé n'aurait été permis pour aucun autre candidat, et vous le savez très bien. On va passer aux questions des jeunes qui sont dans le public, si vous le permettez. On va passer la parole à Alice. Alice, qui est lycéenne à l'Académie de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors, certains électeurs pensent que vous n'avez pas de maîtrise du sujet de fond que sont les problématiques européennes et tout ce qui tourne autour. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre? On peut débattre, qu'ils viennent débattre. Non, nous sommes... En fait, juste, il faut peut-être compléter la question d'Alice, c'est parce que ça part d'un bilan, de votre bilan des dernières années, 0 rapport, 21 amendements. En fait, on vous surnomme à Strasbourg Jordan Bardella. Non mais Madame... Non mais du coup, sur le fond, vous pouvez répondre. Madame... Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est interdit, merci. Je suis dans l'opposition. Donc je veux bien qu'on attende de moi, si vous voulez, des résultats, mais je rendrai des comptes lorsque nous serons au pouvoir demain. Et croyez-moi, je pense qu'il est très probable que ça arrive dans les années qui viennent. J'ai rempli depuis 5 ans, d'abord sur la petite vanne que vous reprenez, je vous rappelle que j'ai un des meilleurs taux de présence de tous les eurodéputés français, 94% de taux de présence, et que les indicateurs qui sont pris sur le nombre d'amendements sont des indicateurs qui arrangent, parce que si les personnes qui utilisaient cet argument maîtrisaient vraiment pour le coup les sujets européens, ils s'apercevraient qu'en commission des pétitions, on dépose très peu d'amendements et qu'on amende par définition très peu les pétitions qui arrivent des différents pays de l'Union européenne. On l'appelle la commission de la planque, c'est un autre... Oui, mais vous pouvez mépriser le fonctionnement des institutions européennes. Ce sont les députés européens. Mais si vous voulez, si l'indicateur qui est choisi à chaque fois est un indicateur qui n'est que choisi à chaque fois, c'est faire fi aussi des autres indicateurs. Vous prenez les questions écrites, les saisies de la Commission européenne, les prises de parole en session plénière. Je suis globalement devant la moyenne des eurodéputés français. Mais si nous sommes aujourd'hui donnés en tête de ces élections européennes, c'est peut-être que les Français trouvent un intérêt au travail que j'effectue dans la vie publique depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Et peut-être qu'ils trouvent aussi un intérêt à ce que je m'engage dans un nouveau mandat au sein du Parlement européen. Donc moi, ce que je regarde, c'est qu'aujourd'hui, tous les thèmes qu'on a portés depuis plusieurs années sont aujourd'hui des thèmes qui s'imposent. Lorsque le président de la République nous dit, dans son discours de la Sorbonne, lorsqu'il dit ce concept qui paraissait étrange de souveraineté s'est imposé, grâce à qui ? Quand on voit que la politique agricole commune aujourd'hui, sous notre influence, a pu évoluer et que désormais ce sont les États qui décident eux-mêmes de l'affectation des subventions budgétaires au sein de leur pays en fonction de leurs intérêts et à leurs propres exploitants, ça c'est aussi une victoire qu'on a obtenue. Je veux dire, sur la question migratoire, je considère aujourd'hui qu'il y a une majorité de Français qui pensent la même chose que moi sur ce sujet. Le Green Deal qui a mis des milliers d'agriculteurs dans les rues, si vous estimez que les gens qui ont conçu le Green Deal maîtrisent les sujets européens, c'est faire fi en fait de la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. Donc voilà, moi je fais de la politique en exprimant, je crois, ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français. Une autre question, et charge à moi de les convaincre. Même plusieurs d'ailleurs. De la part d'Éléonore, qui est ambassadrice Erasmus. Vous avez la parole, Éléonore.
Merci, bonjour. Bonjour. Une initiative citoyenne européenne a été lancée pour légaliser l'avortement partout en Europe. La France a pris une position forte en inscrivant la liberté garantie des femmes de recourir à l'IVG dans la Constitution en mars dernier. Au niveau européen, on sait que ce droit est loin d'être acquis dans certains pays, notamment à Malte, en Irlande ou en Hongrie, pour citer que ces pays-là. Êtes-vous en faveur d'une légalisation de l'IVG partout en Europe? Et si des membres de votre groupe européen s'y opposent, est-ce que vous appuierez au sein de votre groupe cette légalisation? Alors moi j'ai soutenu la constitutionnalisation de l'IVG, du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Marine Le Pen a voté en faveur de cette disposition à l'Assemblée nationale. Mais en revanche, je suis extrêmement réticent à ce que l'Union européenne, et notamment le Parlement européen, s'approprie des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Je pense que le rôle de l'Union européenne n'est pas d'aller changer les législations dans les différents États membres. Donc moi, j'ai ma conviction sur ce sujet. Je la défends précisément dans mon pays, je la défends dans mon État, je la défends pour ma société. Mais je pense que le rôle de la diplomatie et le rôle, en tout cas, d'une organisation internationale comme le Parlement européen n'est pas d'aller imposer à un autre État, à un État membre qui a ses lois, ses dispositions légales, ses mœurs, etc. Des dispositions qui, a priori, ne sont pas les siennes. Donc je n'aime pas cette manière qu'a l'Union européenne d'aller s'ingérer. Je considère la même chose sur les sujets sociétals que sur les sujets, par exemple, de diplomatie, de politique intérieure, de politique migratoire. Et donc, même au nom des libertés j'ai ma conviction humaines, liberté de là, on parle de la liberté personnelle. Oui, mais femmes, des valeurs. moi, je défends à Bruxelles et à Strasbourg les intérêts de la France. Et donc, je considère que mon rôle n'est pas d'aller dans un pays, frapper à la porte et aller imposer à un pays un changement de sa législation. Ça, moi, je suis un souverainiste et je considère que ça n'est pas le rôle du Parlement européen. En revanche, en France, moi, j'y suis évidemment favorable et j'ai une conviction qui ne bougera pas et qui n'a jamais varié sur ce sujet. Merci beaucoup, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous laisser quitter la scène de la Maison de la Radio. On vous retrouve d'ailleurs dès à présent sur la chaîne Twitch de France Info. Ça n'est pas terminé, il y a encore des questions pour vous. Merci à vous, dans le public, étudiants, ambassadeurs, stagiaires, lycéens, d'avoir participé, en espérant que vous avez pu avoir les réponses à vos questions. Plus qu'une chose à faire maintenant, allez voter ce dimanche, ça peut tout changer dans ces élections. Salia, Nicolas, bravo, merci beaucoup pour ce marathon. Tout ce qu'il faut retenir de cet événement ce matin, c'est tout de suite à suivre dans le débrief sur France Info, Canal 27, sur le site aussi de franceinfo.fr où l'information continue. Merci beaucoup.